Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Elisa. Je suis en post-doctorat sur des sujets d'océanographie physique. Donc, je travaille sur les courants marins. Et depuis ma thèse, je m'intéresse aux polluants plastiques dans l'océan. Donc, aujourd'hui, avec Nelly, qui est avec moi ici, qui a écrit un livre d'enquête sur la pollution plastique dans l'océan, on va vous parler de quelques éléments de cette pollution dans l'océan, un état des lieux et des conséquences et des impacts sur les écosystèmes. Alors, je pense qu'on est tous ici au courant de ce que cette pollution représente comme défi pour notre société. Et cette pollution massive de l'environnement, elle est liée à la production de masse de plastique et à l'utilisation de masse de ces objets dans notre quotidien. Donc, on fait face à une augmentation exponentielle de la production. Et on atteint depuis en 2021 460 millions de tonnes produites. Donc pour qu'on soit tous sur la même définition de plastique, ce qu'on entend par plastique, c'est des polymères qui sont en fait des chaînes d'atomes de carbone et d'hydrogène qui sont issus du naphta, qui est un dérivé du pétrole. Et on ajoute à ces polymères des additifs chimiques qui leur confèrent un tas de propriétés, une transparence, une souplesse, une résistance aux flammes. Et donc, parmi ces additifs chimiques, il y en a des très toxiques. On peut par exemple citer le phtalate, qui est un perturbateur endocrinien. Et ces additifs peuvent représenter jusqu'à 30% de la masse des objets plastiques que l'on utilise. Donc là, je vous montre des graphiques d'une étude de 2017 qui a réparti cette production par secteur industriel d'utilisation. Et on voit que le principal secteur d'utilisation du plastique, c'est l'emballage. Et donc, dans cette étude, ils ont regardé la durée d'utilisation, la durée de vie de ces plastiques. Et on voit que pour le secteur de l'emballage, ces plastiques ont une durée de vie très courte. Donc, ça veut dire qu'ils sont jetés très, très peu de temps après leur utilisation. Donc, en fait, dans cette production, il y a jusqu'à 40% qui est à usage unique. Et c'est vraiment sur cette fraction-là qu'on va pouvoir avoir un impact et qu'on va travailler pour diminuer cette pollution. Parmi les déchets produits, il y en a seulement 9% qui sont recyclés, 12% incinérés et donc jusqu'à 80% qui finissent en décharge à ciel ouvert, en site d'enfouissement ou qui fuitent dans l'environnement. Là, je vous ai mis juste une photo. C'est une des plus grandes décharges au monde, qui est à New Delhi, en Inde. Et on voit vraiment que ces montagnes de déchets posent énormément de problèmes pour toute la population qui vit autour. On a une pollution atmosphérique avec des grosses émanations de méthane qui sont hautement inflammables. On a un lessivage de ces talus par les eaux de pluie qui vont transporter tous ces produits chimiques vers les nappes phréatiques et les cours d'eau, et donc qui engendrent des gros problèmes de santé pour les populations environnantes. Un des principaux vecteurs de plastique du milieu continental, donc justement de ces endroits où on accumule le plastique vers l'océan, ce sont les fleuves. Et donc c'est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé depuis ma thèse, le transfert de plastique des bassins versants, donc des fleuves, vers l'océan. Là, ce sont des photos qui ont été prises par un collègue qui travaille à Perpignan, après la tempête Gloria, et donc après une crue de la Tête. La Tête, c'est le fleuve qui passe par Perpignan. Et donc, on voit vraiment que tout le stock qui est piégé dans la végétation, sur le bassin versant, vont être charriés jusqu'au fleuve et dans le fleuve, charriés vers l'océan. Mais ce ne sont pas des transferts linéaires. Il y a énormément de rétention, de dépôts sur les berges, de remobilisation en fonction du niveau du cours d'eau. Et donc, ce sont des processus qu'on a encore beaucoup de mal à étudier. Enfin, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les quantités charriées et sur les processus de transport. Du coup, dans la communauté scientifique, on s'intéresse à ce cycle, à la compréhension de ce cycle de plastique. Donc déjà à la quantification des différentes sources. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les apports fluviaux, mais il y a aussi des sources directes du milieu côtier vers l'océan, donc des villes côtières, des activités portuaires, des activités aquacoles, et aussi des transferts directement en mer, liés aux activités de pêche, au transport de containers, aux activités de loisirs. Et donc, une fois dans le milieu marin, on s'intéresse, en océanographie physique en tout cas, à la façon dont
dont ces objets, dont ces déchets vont être transportés d'un endroit à un autre et comment ils peuvent polluer des zones très éloignées, par exemple des sources de pollution. Donc on va avoir des dérives en surface pour les objets les plus légers et un transport dans la colonne d'eau jusqu'au fond marin pour les objets les plus denses. Et ensuite, un tas de processus vont affecter les plastiques au cours de cette dérive. Donc là, je vais vous présenter quelques processus. On a notamment un impact lié à la biologie, donc par ingestion notamment, qui affecte toute la chaîne alimentaire, du zooplancton jusqu'aux poissons et aux mammifères. Donc 800 espèces sont impactées par cette pollution. On a ensuite un fort échouage de ces déchets sur les côtes. Donc là, c'est encore une photo d'une plage en Méditerranée, près de Perpignan, à Canet. Et la majorité des déchets qu'on collecte sur ces plages sont faits de plastique. Et parmi ces plastiques, on observe énormément de bouteilles et de polystyrène. Là, c'est une autre catastrophe. En fait, il y a énormément de pertes de containers et d'échouage de microbilles. Donc, c'est ces granulés, c'est ces larmes de sirène qui sont à la base des objets qu'on fabrique. En fait, après, ces granulés-là sont fondus, moulés pour avoir les objets du quotidien. Et c'est quand on a des pertes de containers, en fait, il y a des échouages massifs de ces granulés sur les côtes. Donc là, c'était un incident en 2022 dans le Finistère, mais ce sont des incidents qui arrivent assez fréquemment. Pour les objets les plus denses, on a une accumulation sur les fonds marins. Donc là, ce sont des photos qui ont été prises par des petits rovers, mais on observe beaucoup le long des côtes, sur le talus continental, mais aussi à des profondeurs extrêmes de 11 km, par exemple dans la fosse des Mariannes. Donc ça montre que cette pollution, elle est vraiment partout dans l'environnement et dans l'océan. Il y a un autre processus qui est assez intéressant. Finalement, le plastique en tant que tel n'est pas l'évolution n'est pas liée seulement à l'objet plastique, mais il y a un tas de processus qui vont permettre la prolifération d'autres polluants et d'autres espèces invasives et pathogènes par biofouling. Donc là, c'est la colonisation des plastiques par différents organismes, bactéries, coquillages, qui vont donc dériver beaucoup plus vite que d'ordinaire à travers l'océan et être introduits dans des écosystèmes où ils n'existaient pas et qui peuvent provoquer des dangers, notamment pour des écosystèmes fragiles comme les récifs coralliens ou les mangroves. Et finalement, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les microplastiques. Donc, c'est ces petites particules plastiques. Donc, comme on a vu, les granulés qui sont fabriqués à l'état de microplastique, mais il y a aussi de nombreux microplastiques qui sont formés par dégradation des plus gros objets en particules très fines. Ça va jusqu'au nanoplastique. Donc, ça, c'est sous l'effet physique des vagues, du soleil, mais aussi biologique et chimique. Et donc, ça va être une pollution qu'on va avoir de plus en plus de mal à observer et du mal à comptabiliser. Du coup, en océanographie physique, on va utiliser des modèles d'océans. Donc ici, je vous ai mis une simulation des courants marins dans l'océan Indien. On va utiliser ces courants marins pour suivre le transfert des polluants à travers l'océan. Donc là, c'est une zone sur laquelle je travaille. Les courants marins, ils sont les moteurs de la circulation océanique, c'est le Soleil et la rotation de la Terre. Donc, ce qui crée ces tourbillons et ces courants majeurs qui vont donc connecter différentes zones qui n'étaient pas connectées et donc qui vont transférer cette pollution des zones sources vers des zones parfois inhabitées et vierges de toute activité anthropique. Et donc, on va utiliser ces modèles de courants pour injecter des particules virtuelles et essayer de comprendre les mécanismes de transfert, de transport. Donc ici, c'est un zoom dans le golfe du Bengale. Ici, vous avez le delta du Gange. Et donc, dans cette simulation, on a mis une source de particules au niveau des embouchures des fleuves et on suit comme ça leur dispersion. Et en fait, on voit que déjà, il y a des dispersions saisonnières et que ces particules se concentrent le long de fronts de salinité. Donc les couleurs, c'est la salinité. On voit les débits d'eau douce qui sont advectés du delta vers le large. Et on voit ces particules
qui tendent à être piégés dans ces tourbillons et aussi qui se rapprochent fortement des côtes et avec des échouages massifs à la côte. On étudie ça à différentes échelles. Donc là, c'était des échelles régionales, mais on regarde aussi à des échelles globales. Ici, c'est une simulation qui montre l'accumulation des débris dans les gyres océaniques. Donc ces gyres océaniques, ils sont créés justement par la circulation grande échelle, liée à la rotation de la Terre et aux différences de densité des masses d'eau. Et on a donc, c'est des simulations qui durent plusieurs années. Et au bout de plusieurs années, on émet des particules le long des côtes. Et au bout de plusieurs années, elles sont concentrées très loin des côtes, justement, à des centaines de kilomètres, dans ces gyres qu'on a surnommés 7e continent de plastique et qui accumulent toutes sortes d'objets flottants, dont ces polluants plastiques. Donc on va se servir de ces simulations et de la compréhension des mécanismes de transport pour établir des bilans. Donc là, c'est un bilan sur lequel j'ai travaillé en Méditerranée. On a voulu étudier le devenir des particules qui ont été émises par le Rhône. Et donc on voit que des particules qui sont injectées au niveau de l'embouchure du Rhône peuvent atteindre et se disperser dans toute la Méditerranée. Donc ici, c'est en surface et ici, c'est au fond. La dispersion au fond est beaucoup plus lente qu'en surface. Et on voit qu'il y a des patterns saisonniers. Par exemple, en hiver, on va avoir beaucoup plus d'échouages dans le golfe du Lion et sur les côtes des Baléares, alors qu'en été, au niveau de la circulation et du transport, on va avoir des échouages accrus sur les côtes ouest de la Corse et de la Sardaigne, et aussi sur les côtes nord de la Tunisie et de l'Algérie. Donc ça, c'est intéressant pour faire des bilans de pollution et appliquer les solutions là où on voit les plus gros problèmes d'accumulation. Donc finalement, les modèles, c'est chouette, ça permet d'aborder la problématique à des échelles un peu plus régionales, un peu plus grandes, mais pour valider ces modèles et pour en apprendre plus à des niveaux locaux, on a besoin d'observations. Donc là, par exemple, je vous mets des images qui sont tirées d'une campagne en mer de la Fondation Tara, c'était en 2019, où on a collecté des filets à plancton. Avec des filets à plancton, on a collecté des échantillons de microplastiques pour comptabiliser les concentrations de plastique dans l'océan et établir comme ça des diagnostics qui vont servir à valider les modèles et à comprendre l'étendue du problème. Donc je vais finir ma présentation avant de donner la parole à Nelly. Sur les types de plastique que l'on retrouve le plus en mer et dans nos échantillons. Il y a déjà les fibres synthétiques. Donc ça, c'est des images à la loupe binoculaire de fibres et de microplastiques. On retrouve énormément de fibres qui sont notamment issues des machines à laver. Les stations d'épuration, donc même celles les plus performantes en France, ne sont pas capables de filtrer la totalité des plastiques, des fibres. On trouve énormément de mégots aussi dans les fleuves et sur les plages. Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée par désorption de tous les polluants chimiques, de tous les additifs chimiques et de tous les produits toxiques qui sont contenus dans le filtre. On trouve aussi énormément de microplastiques dans les exfoliants, la peinture, les détergents, les cotons-tiges. Et de plus en plus, on s'intéresse aussi au bout d'épuration et à la quantité de microplastiques sur les sols agricoles qui ensuite sont lessivés et arrivent jusqu'au fleuve. Donc voilà, c'est tout pour moi. On pourra voir pour des questions par la suite. Et Nelly va aborder plutôt les conséquences et les impacts. Merci. Vous m'entendez? Non? Je vais te piquer ton micro. Merci Lisa. Peut-être pour vous dire d'où je parle, Lisa est une chercheuse scientifique que j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer sur Tara, la Fondation Océan, en 2019, dans la mission qu'elle vous présentait. Moi, je suis plutôt une citoyenne qui, un jour, face aux images qu'on a commencé à voir au milieu des années 2010, donc 2015, 2016,
ces tortues enserrées dans des canettes, ces oiseaux marins aux estomacs remplis de plastique, a été mue par un besoin de comprendre. Et ce besoin de comprendre m'a amené finalement à faire une enquête de plus de 3 ans. Et donc je m'appuie énormément sur le travail évidemment des scientifiques, mais c'est un sujet qui touche à l'océanographie, la biologie marine, la chimie, pourquoi pas aussi même la sociologie, l'anthropologie. Ça nous parle de qui on est en fait, ce sujet-là. Donc moi je me propose de faire le lien entre les différentes disciplines scientifiques et de développer un propos qui est plutôt sociétal. Voilà en gros d'où je parle. Là, aujourd'hui, la mission, c'est pendant un quart d'heure de poursuivre ce que vous a présenté Lisa sur les conséquences, parce que là, on acte une présence, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette présence-là? Et ensuite, on se gardera un quart d'heure d'échange avec vous, de questions-réponses, voilà, si ça vous va. Alors, comme Lisa l'a présenté, vous voyez que la nature de la pollution va prendre des formes extrêmement différentes. On a vu que même le microplastique, il peut être issu d'une dégradation ou d'une fragmentation, mais il peut aussi arriver en mer déjà sous la forme de microplastique. Et les impacts vont être extrêmement différents selon la taille de l'objet que l'on va considérer. Ce qu'on appelle communément les macrodéchets, donc tout objet en plastique supérieur à 5 mm de diamètre, ça peut être aussi très gros comme un filet de pêche, ça peut être les mégots, ça peut être les bouchons, les bouteilles, les emballages alimentaires, etc., vont avoir l'impact le plus évident. C'est celui d'étranglement, d'étouffement, de problèmes d'ingestion, d'occlusion intestinale. Les scientifiques ont documenté que ça concernait aujourd'hui plus de 100 000 mammifères et tortues marines qui mouraient chaque année de ce phénomène-là, et plus d'1 million d'oiseaux. Donc là, on est sur un phénomène annuel uniquement pour ce qu'on arrive à comptabiliser. Vous imaginez bien que ce qui se passe dans l'océan, on n'a pas toujours accès non plus à la donnée. Ça, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. Tout ce qui est visible et l'impact évident. Plus vous allez descendre en fait dans l'échelle de taille des plastiques, plus les impacts vont changer de nature. Donc par exemple à l'échelle micro, une échelle qui est inférieure à 5 mm de diamètre, on sait que là la particule, elle rentre dans les organismes vivants et qu'a priori elle en ressort. Elle va rester dans le système digestif et elle va quitter. C'est comme ça qu'en 2018, on a commencé à identifier notamment des plastiques dans les selles humaines. Mais du coup, en mer, ça va être le même phénomène. Les impacts à ce niveau-là sont extrêmement difficiles à considérer sur les organismes. Ce qui inquiète plus les scientifiques à cet endroit-là, c'est ce que vous racontez Lisa, c'est-à-dire qu'un plastique, c'est la rencontre entre une matière physique qui est faite d'une longue chaîne de carbone et d'hydrogène, à laquelle on a ajouté des additifs. Les additifs dans l'industrie plastique sont... on a plus de 13 000 substances différentes qui sont utilisées dans l'industrie. Et ce que les scientifiques ont pu constater, c'est qu'il n'y a pas de barrière vraiment entre la matière plastique et son environnement, c'est-à-dire que ça va fonctionner comme un buvard qui relargue sa chimie. Du coup, la question se pose de plus en plus quand on analyse les impacts des plastiques en mer, mais même dans tous les environnements ou sur les organismes. On parle de plus en plus de pollution chimique. Et là, on va avoir toute une gamme de produits chimiques différents, comme je viens de vous l'expliquer, plus de 13 000, dont certains sont connus pour leur toxicité et dont certains, notamment, appartiennent à la grande famille des perturbateurs endocriniens dont vous avez probablement entendu parler. Il n'y a pas que dans les plastiques qu'il y a des perturbateurs endocriniens, il n'y a pas des perturbateurs endocriniens dans tous les plastiques, mais il y a quand même un jumelage assez fort entre ces produits chimiques et la matière. Et donc là, l'idée des impacts, c'est d'arriver à analyser à la fois ce que peut provoquer la particule elle-même. Est-ce que la particule de plastique, de microplastique, va, par exemple, favoriser des maladies intestinales ou créer des réactions inflammatoires, mais aussi quelles sont les conséquences de tous ces produits chimiques sur le vivant, que ce soit en mer ou dans les organismes. Les études sont en cours. On sait par exemple que ça a un impact sur le zooplancton aujourd'hui, qui peut avoir des problèmes à se développer ou à se reproduire. Donc on commence à mesurer ces impacts, mais ils sont extrêmement difficiles à mesurer dans la mesure où malheureusement, on n'a pas que des plastiques en mer, on a un phénomène de multipollution. Et donc on a aussi des effets cocktails, c'est-à-dire des substances qui prises isolément en laboratoire peuvent pas nécessairement s'avérer toxiques. Une fois qu'elles sont cumulées à d'autres, on rentre vraiment dans un inconnu, dans quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer pour les scientifiques. Donc ça, c'est l'échelle microplastique et additif pollution chimique.
Et les études les plus récentes sont descendues à l'échelle, tu en as parlé tout à l'heure, nanométrique. Donc là, on est inférieur à 1 micron, 0,001 mm. On est, pour vous donner une image, parce que moi je commence à me perdre dans ces échelles-là, on est 3000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu humain. En gros, on est entré dans le monde de l'invisible. Et pour autant, la pollution existe à cette échelle-là aussi. Et là, c'est un paradigme scientifique qui est relativement nouveau. De mémoire, quand j'enquêtais, d'ailleurs, elle est au CNRS de Toulouse, Alexandra Terral, qui a commencé qui a fait partie des premiers à documenter la présence de nanoplastiques en mer. Quand j'ai pu l'interroger à cette époque-là, elle était en train de mettre en place ces outils d'analyse. Donc on a un phénomène en fait de latence entre la pollution qui a commencé bien avant qu'on s'y intéresse et notre capacité à l'étudier, à la mesurer, etc. Donc à l'échelle nanométrique, on ne sait pas énormément de choses. Tout ce qu'on sait, c'est que plus la particule se fragmente, plus elle est nombreuse, et plus ses capacités de dispersion sont grandes. Et on sait aussi que contrairement à l'échelle micro, à l'échelle nano, les particules sont capables de franchir les parois des organes. Sur des études qui ont été faites sur des rats de laboratoire, par exemple, sur des rats enceintes, je ne sais pas comment on dit pour les rats, mais qui ont inhalé des nanoplastiques. Les nanoplastiques ont été retrouvés dans plusieurs des organes des fœtus, dont le cerveau et le cœur. Donc là aussi, on est dans un paradigme scientifique qui est encore en plein essor. Hein. Peut-être, dis-moi si voilà, je parle sous ton contrôle, Lisa. Et qui pose plein de questions et qui demande de plus en plus de recherche, de moyens. Donc, on en saura davantage dans les années à venir. Que vous dire encore sur, parce que je suis censée vraiment rester sur la mer, c'est qu'il y a énormément de données qui sortent, énormément de chiffres. Il y a beaucoup de zéros, ça peut être compliqué pour tout citoyen de se repérer là-dedans. Moi, j'ai fini par le dire d'une manière extrêmement simple. C'est partout où on cherche des plastiques aujourd'hui, on en trouve. Partout où vous n'avez pas encore entendu, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu le financement pour aller chercher. Mais en général, à partir du moment où un scientifique a des financements pour aller chercher dans un écosystème, il finit par en trouver, quelle que soit l'échelle que je viens de vous dire. Jusque dans la fosse des Mariannes. Donc la fosse des Mariannes, c'est la fosse la plus profonde connue à ce jour des océans. On est plus profond que ce que l'Everest est haut. Et dans cet endroit-là, 100% des mini-crustacés ont du plastique dans l'estomac. Donc c'est une pollution qui est absolument généralisée à tous les écosystèmes, qui est multiforme, comme je viens de le dire, qui impacte tous les organismes vivants. Et les études sont en cours, on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce que ça signifie tout ça, même si on a quelques points d'alerte déjà aujourd'hui. Et voilà, je crois que... Ah si, quelque chose qui préoccupe beaucoup les océanographes, c'est ce qu'on appelle le transfert d'espèces, c'est-à-dire que comme Lisa l'a montré, en mer, les plastiques vont voyager et il se trouve qu'il y a des micro-organismes de type bactéries ou virus qui vont s'épanouir sur les particules de plastique. C'est-à-dire que les transferts en mer ont eu lieu depuis la nuit des temps. Hein. Jules Verne en parlait déjà, de la mer des Sargasses, c'était une des concentrations. Et donc en fait, il va y avoir un voyage d'espèces à travers le globe qui est à des échelles du coup beaucoup plus importantes de par les capacités de dispersion des plastiques que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Quant aux chiffres que vous allez entendre, je vous invite à prêter l'oreille puisque on va parfois parler en masse et parfois parler en nombre. Et on ne va pas du tout raconter la même chose parce que vous imaginez qu'en masse, les macro-déchets, les macro-plastiques vont être plus importants proportionnellement. Et donc, on va pouvoir imaginer que peut-être on va pouvoir aller les collecter. Mais ça, on pourra en reparler. Et alors que quand on regarde en nombre, là, pour le coup, ce sont les micros et nanos qui vont être beaucoup plus grands. Donc voilà, quand vous entendez à la radio ou vous lisez dans les médias, regardez bien quels sont les... Est-ce qu'on parle en nombre ou en masse ? Parce que quand on recherche des solutions et des leviers d'action, ça ne va pas être les mêmes et ça ne va pas être de même nature. Voilà, je crois que... Est-ce que tu veux compléter peut-être sur les impacts ? Non ? C'est bon, ça te paraît... Eh bien super, on a un temps pour échanger alors maintenant. Oui, c'est super. On a encore un bon quart d'heure pour discuter. On vous a fait un petit tableau. On n'est pas dans les solutions là, sur cet espace-là. On aura une table ronde, notamment avec Wolfgang qui est ici présent, un autre chercheur scientifique, et puis Thomas de la Tronche en Biais pour parler plus solutions sociétales sur ce sujet.
Mais sur les plastiques en mer, est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Merci pour votre exposé. Je me demandais, quand vous parliez justement des structures des plastiques avec les longues chaînes carbonées à laquelle venaient s'ajouter polluants... plus proche, plus proche. Tout ce qui était solvant, perturbant endocrinien. Est-ce que ce sont des particules, enfin des espèces chimiques qui sont liées directement aux chaînes carbonées, ou bien c'est d'un point de vue plus physique en absorbant ou Alors oui, du coup, d'un point de vue chimique, je n'ai pas trop la réponse parce que c'est pas ma spécialité. Donc sur la fabrication même du plastique, je ne sais pas comment ces additifs sont vraiment associés à la chaîne de polymères. Donc il y a ces additifs qui se désorbent quand c'est dans l'eau, mais il y a aussi en fait un tas d'autres polluants qui peuvent s'absorber parce que du coup, ces plastiques ont vraiment sont très poreux, donc ont une surface très importante, qui vont permettre d'absorber des métaux lourds, d'autres produits pharmaceutiques, pesticides, et donc ils vont aussi jouer un rôle dans le transfert de polluants annexes. Donc il y a l'additif qui est natif du plastique, il y a les polluants qui sont déjà présents dans l'environnement qui vont s'absorber et être diffusés, et il y a en plus ces communautés microbiennes invasives, pathogènes qui peuvent aussi être transférées. Donc on a 3 classes comme ça de polluants, mais sur vraiment l'interaction avec la chaîne polymère, je n'ai pas de réponse moi-même. Merci, je veux bien compléter pour vous dire ce que j'en ai compris, parce que je ne suis pas alchimiste, mais j'ai pas eu de controverse, donc a priori j'ai pas trop mal compris. L'immense majorité des plastiques sont donc ces fameuses chaînes. En fait, c'est un peu comme un collier de perles. On va avoir un monomère qui va être un assemblage d'atomes de carbone et d'hydrogène. Si par exemple j'ai un carbone, 2 hydrogènes, je suis dans la famille de l'éthylène. Et si je mets ces billes ensemble, je vais être dans du polyéthylène. C'est ça le poly, en fait, c'est cette chaîne. Les additifs, en grande majorité, sont ajoutés a posteriori. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas le verrouillage chimique et qu'on s'est rendu compte que même avant qu'il arrive dans l'environnement, il y a de la migration des emballages alimentaires vers l'alimentation. Aujourd'hui, c'est démontré. Il y a de la migration dès l'usage. En fait, la pollution plastique commence dès l'usage. Elle commence même dès la production. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. On n'a pas uniquement un problème de déchets avec les plastiques, on a un problème de matière. Maintenant, évidemment, ça, c'est la règle. Il y a toujours des exceptions. Parfois, dans le monomère lui-même, donc la bille elle-même, il va y avoir déjà l'intervention de produits chimiques, ce qui serait le cas des bisphénols notamment, qui seraient des gammes de monomères. Mais là, on rentre après dans un tas de détails qui, moi, vont m'échapper, mais je pense que pour notre compréhension générale, c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Vous avez marqué plus de 400 ans pour que le plastique se dégrade en mer. Comment on l'évalue, vu que ça fait pas 400 ans qu'on a des plastiques? Comment ça se passe pour évaluer ce type de données? Donc là, 400 ans, c'est vraiment presque une fourchette basse. Enfin, on a du mal déjà à l'évaluer parce que ça dépend du plastique, ça dépend des conditions dans lesquelles le plastique est stocké. Il va se dégrader beaucoup plus vite sur une plage soumise aux vagues, aux UV. Il va se dégrader sur plutôt 1000 ans s'il est à l'abri de l'oxygène et du soleil. Donc ça, enfin, voilà, il y a énormément d'incertitudes même sur ces catégories-là. Après, on a quand même des cellules. Enfin, alors moi, je fais pas beaucoup de laboratoire, mais en chimie, il y a des cellules de vieillissement qui accélèrent, qui permettent d'accélérer le temps et donc de soumettre ces plastiques à plus de rayonnement UV que dans la réalité pour essayer d'établir ces temps de dégradation. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, ce sont des temps longs. Oui, peut-être pour ajouter, effectivement, c'est une question intéressante parce que ça fait partie de ce que j'expliquais tout à l'heure où on court après cette pollution pour essayer de la comprendre. On n'a pas le temps de recul, comme vous l'avez dit, c'est un matériau qui a plus ou moins 50 ans d'âge.
En 50 ans, en 150 ans, pardon, c'est devenu le 3e matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. Et ça a été propulsé dans le monde de la consommation de masse après la Deuxième Guerre mondiale. Donc effectivement, on n'a absolument pas le recul. En revanche, ce que la communauté scientifique a pu étudier récemment, c'est ce phénomène de fragmentation en particules de plus en plus petites qui finit par être invisible à l'œil nu. Et donc ça questionne en fait la dégradation. Est-ce qu'on est sur une fragmentation, une dégradation? Alors évidemment sur des tons longs, Jan Zalasiewicz qui pilote le groupe de travail sur l'Anthropocène au niveau international et qui réfléchit à la question du plasticène me disait oui, ce sera probablement le pétrole du futur quand il arrivera au bout de quelques millions d'années. Mais en fait, on n'a pas d'idée. Je pense que plusieurs centaines d'années, c'est pour nous donner une idée du temps long. Et qu'en tout cas, dans ce temps long, même si in fine, il y aura une dégradation, vu le temps que ça prend et vu la masse qu'on propulse dans l'environnement, il y a une nécessité de trouver des solutions dans l'immédiat, quoi. Une autre question, oui. Allô? Oui, une autre question. Justement, par rapport aux solutions, est-ce qu'il y a aujourd'hui des moyens de nettoyer la mer par rapport aux macro-polluants, voire micro? Alors, il y a un projet en particulier qui a eu des velléités de nettoyer ce qu'on appelle le 7e continent, qui est surtout le vortex du Pacifique Nord, et qui, du coup, a propulsé médiatiquement ce sujet. C'est le gros avantage que ce projet a eu. En revanche, quand les médias se sont saisis de cette question, on était aussi dans les années 2010, ils ont illustré le 7e continent avec des plaques de déchets, des images de plaques de déchets, laissant supposer qu'on allait pouvoir y aller collecter et régler le problème. Or, depuis, la connaissance scientifique a largement évolué et on sait que seul 1% des plastiques flotteraient à la surface des océans, 99% auraient déjà rejoint les fonds, rejailli sur les côtes ou se seraient fragmentés. Et les fameux vortex, qu'on appelle toujours continents, sont en fait des soupes de microplastiques étendus sur l'ensemble de la colonne d'eau. Les scientifiques qui naviguent dans ces milieux-là témoignent qu'il y a très peu de choses visibles à l'œil nu, voire rien. Donc à partir du moment où on a affaire à une pollution qui est massivement en microparticules notamment, on ne peut pas imaginer nettoyer les océans sans éradiquer toute la vie qui est à l'intérieur. Il faudrait des mailles de filet tellement fines que ça n'a aucun sens. Donc les grandes ambitions de nettoyage océanique se questionnent profondément. Sachant que sur les côtes, on peut faire un travail déjà de collecte, ce que font énormément d'associations, d'ONG, qui peut être bien plus efficace. Alors après, sur le nettoyage, du coup, il y a des projets qui ont été faits aussi sur les apports fluviaux. Mais là aussi, un scientifique qui étudie cette question m'a expliqué qu'en fait, il y a des méandres naturels et des zones d'accumulation naturelles et qu'il n'est pas nécessaire de déployer une technologie fantastique pour aller nettoyer ces endroits-là. Donc en fait, la clé, c'est vraiment, on a comme une inondation, un robinet de la cuisine qui est ouvert. Et c'est comme si on travaillait sur la technologie de la serpillière ou la beauté de la serpillière avant de penser à fermer le robinet, quoi. Voilà, on en est là au niveau des solutions. La première étape, ça sera de réduire drastiquement la production mondiale. Après, les solutions peuvent être cherchées secteur par secteur, produit par produit, parce que c'est assez complexe. Et au niveau des océans, il y a quand même, voilà, il y a peu de choses qui peuvent être faites sur la pollution existante. Si ce n'est sur des domaines particuliers comme les filets de pêche, voilà. L'enjeu, c'est vraiment stopper l'hémorragie, quoi. Oui, je peux rajouter quelque chose. C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, le gros zoom sur cette pollution, elle est venue de l'océan par des navigateurs qui ont vu ces pollutions à des centaines de kilomètres au milieu des gyres. Et en fait, plus les recherches avancent, plus on s'intéresse au continent, on s'intéresse aux fleuves et on s'intéresse à la source. Du coup, on remonte un peu le problème à l'inverse. Et donc, voilà, il n'y a pas de secret. Les solutions sont vraiment sur la diminution des sources. Et après, on a déjà des systèmes de grilles au niveau des stations d'épuration, des eaux usées dans des caniveaux qui jusque-là n'étaient même pas utilisés. Enfin, par exemple, à Perpignan, quand des grilles qui sont issues de la ville sont bouchées par un tas de déchets,
À une époque, il n'y avait personne pour collecter ces déchets. Ils levaient simplement les grilles pour que l'eau passe mieux à travers les grilles. Alors qu'en fait, on avait déjà un espèce de filtre naturel. Donc, on est vraiment sur... là, on essaye, en tout cas, d'entamer un dialogue aussi avec les décideurs au niveau régional, au niveau des communes, pour mettre en place des solutions vraiment locales. Enfin, sur cette pollution, en fait, il y a des enjeux nationaux, internationaux, mais aussi très locaux pour limiter la diffusion vers le milieu marin. Autre question, vous avez dit que ça rentre dans le zooplancton, donc plutôt que les microplastiques. Les microplastiques finalement circulent à travers les animaux jusqu'à nous. Est-ce que c'est le cas aussi des plantes? Je vais vous parler des bouts des stations d'épuration qui sont mis sur les sols agricoles avec du plastique. Est-ce que ce plastique peut se retrouver aussi à l'intérieur des plantes? Donc, comme vient de l'expliquer Lisa, les études à ce niveau-là sont beaucoup plus récentes. Effectivement, d'ailleurs, mon livre s'appelle Océan plastique parce qu'on doit à l'océan toute la découverte de cette problématique, mais c'est une pollution qui malheureusement ne concerne pas que les milieux aquatiques. Donc, au moment où j'enquêtais, le livre est sorti en 2020. Il était question de pollution des sols 4 fois supérieure à celle des océans. Je ne sais pas où on en est ces chiffres-là aujourd'hui. Toujours est-il qu'effectivement, il a été démontré que les microplastiques dans les sols interfèrent avec l'activité vitale des vers de terre. Et au niveau des nanoparticules, on sait aujourd'hui qu'elles peuvent remonter dans les plantes par les racines et se retrouver jusque dans les fruits eux-mêmes. Donc, la réponse est oui. C'est glorieux, hein, on est content toujours à la fin de ce genre de conférence. Encore dans le sens finalement du cycle de l'eau, puisqu'il y a eu un article qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, que dans les lacs d'altitude, on retrouvait de la pollution plastique. Est-ce que ça circule aussi chimiquement aussi par l'air ? Oui, en fait, au niveau justement, comme on parlait de la fragmentation, en fait, on va dans des tailles très très fines qui sont transportées par l'atmosphère, par les vents. Et donc, pour des microplastiques, on a mis en place des dispositifs de collecte de retombées atmosphériques. Donc, on retrouve énormément de fibres qui sont très volatiles. Et pour les plus petites tailles, il y en a qui vont jusqu'au sommet pyrénéen. Enfin, il y a même une étude ici à Toulouse d'un laboratoire qui collecte des microplastiques au sommet du pic du Midi, à l'observatoire. Et donc, il y a même des études qui montrent que les plastiques qui circulent à la surface de l'océan, par évapotranspiration, migrent aussi dans la couche atmosphérique. Donc, c'est aussi un problème, mais sur des tailles de particules encore plus fines que ce que l'on retrouve sur Terre et en mer. Et pour compléter, effectivement, cette question est à l'étude en fait sur l'intégration dans le cycle de l'eau, mais on sait déjà qu'on retrouve du plastique dans les retombées atmosphériques, dans les pluies au-dessus des villes. Ça a été démontré notamment à Paris, au sommet des montagnes, comme il vient d'être dit. On a aussi retrouvé que quand la glace en Arctique fond, elle fond avec des fibres plastiques déjà à l'intérieur. Donc en fait, le cycle semble bouclé. On a aussi retrouvé des microplastiques dans les eaux souterraines. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Partout où on cherche, malheureusement, on en trouve. Après, voilà, la question de l'impact reste posée et les études sont en cours. Mais l'air intérieur aussi de nos maisons. Et souvent, on pense, on est exposé aux particules de plastique parce qu'on va manger du poisson. Non, en fait, on est exposé aux particules de plastique par l'air qu'on respire dans nos maisons aussi. Et l'alimentation directe. Voilà. Vous ne privez pas de poisson juste pour ça. Peut-être pour une autre raison de surpêche, mais ça, c'est encore un autre débat. En tout cas, voilà, l'exposition, elle est dans tous les écosystèmes, atmosphériques, aquatiques, etc. Même si on arrêtait par miracle de produire du plastique, on en aurait pour combien de temps? Alors là, c'est 400 ans, mais voire plus. Mais avec tout ce qui est actuellement en stock, ça veut dire des millions d'années? Je crois qu'en fait, c'est ça la réponse, c'est que tout ce qu'on
vous présente aujourd'hui sont le fruit de modélisation. Et c'est pas évident de savoir ce genre de choses. On sait qu'on a affaire à une pollution persistante qui se fragmente. Comme je disais, plus elle atteint une taille petite, plus elle est dispersable. Il y a parmi les produits chimiques utilisés, certains font parler d'eux d'ailleurs en ce moment, les PFAS, ils ne sont pas que dans l'industrie plastique, mais il y en a aussi, sont persistants. On les appelle les polluants éternels. Alors j'imagine que rien n'est éternel sur le système Terre, mais enfin oui. Après, c'est pas pour autant, comment dire, c'est pas pour autant que ce qui est décidé aujourd'hui n'a pas d'impact. Tout ce qui est décidé et fait aujourd'hui a un impact. En revanche, pour ce qui a déjà été mis dans les écosystèmes, bon ben voilà. Justement, quand on étudie les cycles biogéochimiques, en fait, c'est un matériau qui se réintègre pas. Enfin, des matériaux qui sont fabriqués par l'homme, le ciment va se réintroduire dans un cycle biochimique sous forme de sable. En fait, le plastique ne se dégrade pas et ne réintègre pas des cycles naturels. Et du coup, là, quand on parlait de 400 ans, c'est une dégradation à l'œil nu. Mais en fait, voilà, la particule, finalement, c'est pour ça qu'on parlait aussi de masse et de nombre. On parle de nombre pour parler des plus petites, pour dire que les petites particules ont un impact énorme. Mais quand on parle de masse, finalement, ça se conserve et la masse, elle peut se transformer en termes à l'œil nu, mais elle se conserve dans l'océan ou dans l'environnement. Donc, elle disparaît jamais vraiment. Donc, c'est sur des échelles de temps très longues dont on n'a pas conscience actuellement. Et pour finir, la donnée que j'avais collectée, c'est aujourd'hui la masse des plastiques présents sur la planète serait 2 fois supérieure à celle de tous les mammifères réunis, pour donner une idée de là où on en est en termes de production. Là, c'est des chiffres que vous avez vus, 460 millions de tonnes par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est énorme en fait. Voilà. Ok. Bon, c'est terminé pour vous? S'il n'y a pas d'autres questions. Nelly, il faut savoir qu'elle a un livre qu'elle présente donc, dans l'espace librairie, là, qui est là. Nathalie. Oui, merci. Oui. Je serai effectivement là avec les autres auteurs voilà, à la librairie. Lisa, tu restes encore un peu parmi nous. Si vous avez envie d'échanger de manière plus informelle, on est là. Et comme je disais, si vous voulez basculer côté sociétal, solution, discuter, on va discuter à 16h15. Voilà, avec d'autres interlocuteurs sur le sujet. Donc n'hésitez pas à venir avec nous. Oui, bah voilà, merci à tous. Et merci.